industriel majeur. Donc la question de l'énergie au sens large est posée sera financée à la demande du Parlement européen dans le cadre du plan Juncker. Il y a, ça c'est le premier sujet. Il y aura un deuxième sujet qui va être de développement au sens large de l'e-commerce, des services en ligne. La stratégie numérique de l'Europe va probablement être un des deux piliers que le Parlement européen choisira de favoriser dans le cadre de sa stratégie industrielle de l'utilisation du plan Juncker. Parce qu'on a vu les mauvais réflexes des États extrêmement rapidement se manifester. Vous avez probablement lu dans la presse, bien informé, les listes de Père Noël que les États avaient sorties dès que le plan Juncker est apparu, c'est-à-dire que la France a dit ben, ça tombe bien, des milliards vont nous tomber dessus, donc on va rapidement les dépenser. Donc en France, je crois que nos priorités, c'était la rénovation du logement social, existant bien entendu, pas de construction supplémentaire, et la rénovation de certaines lignes de chemin de fer, en particulier matériel roulant, etc. etc. Toutes choses importantes pour le développement économique. On sait très bien depuis l'Empire romain que les transports sont fondamentaux au développement économique. Mais on voit bien qu'on est sur une vision très traditionnelle de l'utilisation de la manne et que je pense qu'il y a là une erreur majeure et que la vraie question est de savoir si on utilise cet argent à autre chose que de l'innovation. Et nous pensons que au Parlement européen, la philosophie générale, c'est que l'innovation industrielle doit être favorisée plutôt que l'entretien, la rénovation et la mise aux normes d'industries déjà existantes qui doit faire l'objet d'un cercle vertueux d'utilisation avec un business plan qui devrait être déjà organisé. Ça, c'est le développement de la stratégie industrielle. Et puis, il y aura la question de la stratégie de financement, qui est souvent le parent pauvre de ces plans. Les deux questions sont assez simples. Comment accompagne-t-on en matière de financement nos champions actuels, nos champions industriels ? Quelle est la place de l'industrie du financement, si on peut l'appeler comme ça? Comment accompagne-t-on les futurs champions, c'est-à-dire ceux qui vont innover? Et le plan Juncker est assez, pas secret, mais assez discret sur cet aspect-là de la politique de stratégie de financement, du financement industriel, probablement lié au fait que, pardonnez-moi, mais les financiers n'ont pas eu bonne presse ces années précédentes, je le dis avec beaucoup de précaution dans cette auguste assemblée, et c'est vrai qu'au Parlement européen, votre métier n'a pas été le métier le plus, comment dirais-je, valorisé au plan de ses valeurs ces dernières années. Donc probablement peut-on y lire là une de ses conséquences quand on voit ce qu'a dit le Conseil, parce qu'en fait il n'a pas dit grand-chose sur le plan Juncker. Donc le Parlement européen, je vous dis, je pense, sur le plan Juncker, le développement de stratégie industrielle avec l'énergie d'un côté, l'industrie, le commerce en ligne de l'autre, et la troisième pilier, me semble-t-il, très important, c'est la question de la stratégie de financement de tous ces éléments-là. Comment fait-on pour avoir des champions qui fassent en sorte aussi qu'on ne doive pas aller chercher du financement ailleurs, en dehors de l'Union européenne. Ça, c'est le deuxième point. Enfin, le troisième point que je voulais aborder, c'est la question du rôle des États. Nous sommes aussi très conscients au Parlement européen que ce que nous décidons, nous ne décidons que dans la mesure où nous avons des compétences et que ces compétences sont limitées. Je veux dire par là que nous déciderons tous les plans Juncker de la Terre, nous déciderons toutes les allocations de financement les plus pertinentes dans les domaines les plus stratégiques. Si derrière les États ne suivent pas et ont cette capacité très nuisible à continuer soit à créer de l'instabilité réglementaire d'un côté ou législative, ou de l'instabilité fiscale nationale, eh bien finalement, tout ça aura été perdu. Donc on ne peut pas voir, ça serait je crois une erreur conceptuelle, on ne peut pas voir l'action du Conseil et du Parlement, c'est-à-dire de l'Europe, comme un moteur positif si de l'autre les États ne jouent pas le jeu et soit continuent à vouloir dépenser l'argent comme je l'ai décrit avec les hypothèses françaises de dépenses du plan Juncker. J'ajoute que la Commission a toutefois, en tout cas Juncker, a toutefois
dit non aux propositions françaises. Ils ont dit ce n'est pas sérieux, où est l'innovation dans ce que vous nous proposez? Donc il y a quand même des barrières qui se lèvent. J'espère que les digues vont être solides. Ce n'est pas encore certain, on pourra y revenir sur les rapports de force entre la Commission et les États. Mais je veux dire par là que, quelle que soit la décision que prendra la Commission, quelle que soit la décision que prendra le Parlement d'imposer tel ou tel critère de financement, si derrière on recrée de l'instabilité juridique, on recrée de l'instabilité fiscale à l'intérieur des États, tout ça risque évidemment de s'essouffler très rapidement et d'avoir des financements qui vont se fatiguer dans le temps. Je l'ai vu, moi, avec la fameuse directive concession de services et concession de travaux dont j'ai été le rapporteur il y a 1 an, qui doit être transposée en droit français d'ici l'année prochaine et dont le gouvernement français envisage de la transposer, en tout cas c'est ce que le Premier ministre a annoncé il y a quelques semaines, sous forme d'ordonnance. Et l'ordonnance est un outil juridique extrêmement démocratique que la République française a su inventer et qui permet d'éviter tout débat. Eh bien, l'ordonnance risque d'être une caricature de transposition avec une caricature très française. Je vous ai parlé du risque d'instabilité fiscale. Je vous ai parlé du risque d'instabilité réglementaire ou législative. Il y a le troisième risque, qui est je sais qu'il y a des assureurs dans la salle, donc il y a un troisième risque qu'il faudrait assurer, qui est le risque de surtransposition, qui est aussi un mal assez français. Vous savez que une directive doit être, une fois qu'elle est votée par le Parlement européen et le Conseil, doit être transposée en droit national, mais rien n'empêche un État, et la France est souvent spécialiste dans la question, de surtransposer, c'est-à-dire d'appliquer des règles plus dures que ce que souhaitait l'Europe. Et c'est probablement ce qui risque de nous arriver avec la directive sur les concessions de services et de travaux, puisque dans les différents documents qu'on voit circuler, qui encore une fois ne sont pas très publics, puisque ça va être une ordonnance, donc il n'y aura pas de débat. J'ai souvenir d'un point de détail, mais qui vous montre le grand souci de la France de continuer à simplifier les choses. C'est que dans la directive sur les concessions, nous avions imposé que les documents puissent être gardés en archive contre toutes les règles françaises, j'entends bien, mais c'était une disposition européenne, pas plus de 3 ans. C'est-à-dire que même pour une concession de 3 ans, eh bien, vous gardiez les documents, vous n'avez pas besoin de les garder sur 30 ans comme nous avons l'habitude de le faire. Eh bien, le projet d'ordonnance parle déjà de garder les documents pour 10 ans. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'on est sur de la surréglementation. Donc ce danger de la surréglementation est une vraie constante de l'action publique. Et en tant que maire, je suis également maire, et je peux vous assurer que c'est une vraie plaie quotidienne. Sur la question, puisque la question m'a été posée tout à l'heure des PPP, je fais juste un excursus. La directive sur les concessions de services et de travaux a été adoptée dans le cadre d'un paquet sur les marchés publics parce qu'il n'y avait pas d'unification des règles concessives en Europe, à tel point que la Cour européenne, tous les ans depuis 10 ans, prenait 1 ou 2 arrêts en moyenne par an qui tentaient de définir ce qu'était une concession, définir le risque, etc. etc. Bref, il n'y avait pas d'unité de doctrine juridique, et les uns et les autres interprétaient les textes du traité selon la manière dont ils voulaient les interpréter. Il y avait une directive marché public qui couvrait les concessions de travaux, il n'y avait pas de directive qui couvrait les concessions de travaux, il n'y avait pas de directive concession de services. Les concessions de services reposaient sur une libre interprétation du traité. Et c'est cette libre interprétation qui causait cette instabilité juridique. C'est pour ça que nous avons décidé d'adopter une directive concession de services et de travaux qui va en fait conduire en France pas à bouleverser le corps juridique, mais à recréer désormais 2 types de commandes publiques. D'un côté, il y aura les marchés publics, et de l'autre côté, il y aura les concessions, la différence se faisant sur l'existence d'un risque. Y a-t-il un risque pour le contractant, celui qui contracte avec l'autorité publique? S'il y a un risque, ça sera une concession. Il n'y a pas de risque, ça sera un marché public. On va avoir une simplification en fait de la notion de commande publique qui, je vous le rappelle, est extrêmement importante. Et on retombe sur le plan Juncker. La commande publique en Europe, c'est de l'ordre de 15 à 20% du PIB européen selon les États. Donc c'est une réalité économique absolument importante. Et il nous avait paru
non seulement capital de rigidifier les règles, au sens où il fallait faire cesser cette instabilité juridique dont je parlais tout à l'heure, et il nous paraissait aussi important de créer de la concurrence et de la transparence, puisque un travail de la Commission européenne avait sorti ce chiffre absolument ahurissant qui était le suivant: 40% des entreprises européennes exprimaient qu'elles avaient eu connaissance dans les dernières années de contrats de gré à gré, y compris pour des contrats importants. Alors évidemment, c'est un sport qui est plus important dans certains pays que dans d'autres. On sait, je vous ai parlé de la centrale nucléaire en Hongrie, je pourrais vous parler de certaines cessions des autorités grecques à quelques opérateurs économiques asiatiques, chinois en particulier, de gré à gré, une autoroute en Pologne quasiment de gré à gré. Cette question-là de la mise en concurrence était évidemment importante, et c'est pour ça que cette directive avait été décidée. Donc voilà, mesdames et messieurs, vous savez, au Parlement européen, j'ai le droit à 60 secondes quand je parle, donc là j'en profite. D'un côté, l'importance de s'inscrire dans une réflexion politique longue. L'Europe n'est pas une création récente. Si nous considérons qu'elle est une création récente, elle est fragile par définition. Il faut l'inclure dans une vision longue. C'est à cette condition qu'il y aura une acceptabilité par nos concitoyens, acceptabilité qui n'existe pas encore suffisamment aujourd'hui, et ce qui nous met dans des positions d'instabilité. Je ne sais pas ce que le Royaume-Uni va décider dans quelques semaines. Je ne sais même pas ce que la Grèce va décider. Dans un cas, ça aurait des conséquences probablement importantes, dans l'autre peut-être moindres, sauf qu'il y a un effet en cascade qu'il ne faut pas exclure. Deuxièmement, probablement des évolutions institutionnelles majeures sont importantes, et pour consolider tout un corps de mécanismes que nous avons créés récemment. Mais comment y parvenir sans effrayer nos concitoyens qui risquent de prendre tout ça comme des alibis pour refuser en bloc une évolution qui pourtant a été nécessaire. Troisièmement, la question de la stratégie économique de l'Union. L'exemple du plan Juncker, c'est quelles sont nos stratégies industrielles. Je vous ai défini celle du Parlement. Quelles sont nos stratégies de financement? Et enfin, dernier point, la question des États. Nous pouvons parler tous pendant des heures sur les qualités et défauts de l'Europe. Tant que les États continueront soit à surréguler, soit eux-mêmes à créer cette instabilité juridique et fiscale, eh bien, nos efforts risquent d'être vains. Merci infiniment. Je suis à votre disposition pour des questions. Merci.